Donc, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous avoir à nouveau après le webinaire de mardi pour un nouveau webinaire. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Victoire Dumont, qui est Head of Product de chez WeMaintain, qui vous expliquera aujourd'hui son expérience chez WeMaintain et qui parlera plus précisément de roadmap produit. Donc, avant ça, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais vous présenter rapidement Maestro. Donc, tout d'abord, moi, je suis Juliane, je suis responsable de la formation Maestro. Donc, j'étais en stage cet été chez Maestro. Je me suis occupée de la première promotion qui a eu lieu en juin. Et là, je m'occupe de la deuxième promotion que je n'accompagnerai pas puisque je reprends mes études ensuite à la rentrée. Maestro, c'est quoi? C'est un bootcamp qui a été créé pour permettre de former des product managers. Pourquoi un bootcamp de formation au product management? Tout simplement parce que ça n'existait pas, la formation au product management. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont passées du mode projet au mode produit, de nouvelles entreprises qui se créent avec une forte appétence pour le produit et peu de personnes qui sont formées à ce métier et qui connaissent les ressorts, les méthodes du product management. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a créé la formation, qui est une formation bootcamp, c'est-à-dire intense, c'est-à-dire dense, puisqu'elle dure au total 7 semaines. Les 5 premières semaines sont à temps plein et en présentiel dans Paris, avec des journées qui durent traditionnellement de 9h à 18h. On est vraiment de retour à l'école. Et puis ensuite, c'est suivi de 2 semaines qui se trouvent cette fois à distance et dont l'objectif est vraiment la mise en pratique et surtout la préparation au processus de recrutement. L'objectif final de la formation, c'est vraiment faire de vous un PM, faire de vous un meilleur PM si vous êtes déjà PM et surtout faire en sorte que vous soyez embauché. Et pour ça, on base vraiment la formation sur la pratique, sur la mise en pratique de toutes les méthodes, de toutes les compétences dont vous aurez besoin en tant que product manager. Et notamment, on vous permet de développer votre portfolio produit en concevant vous-même un produit. Donc, toutes les mises en pratique se font sur un produit que vous choisissez en début de formation. Enfin, vous allez définir un problème et au fur et à mesure, vous allez apprendre à problématiser avec ce problème. Ensuite, apprendre à avoir l'idée d'un produit. Ah, on a un micro qui est allumé. Je coupe. Voilà. Désolée, Floriane, je découpe. Donc, on va apprendre à tout mettre en pratique sur ce produit et du coup, ensuite, vous serez capable de vous être approprié toutes les méthodes, tous les outils et de les mettre en pratique à votre tour en entreprise. Donc, la journée type chez Maestro, c'est l'intervention d'un intervenant. Un intervenant, c'est qui? C'est un expert du produit, donc un product manager, un CPO, un head of product ou encore un designer, un UX researcher qui vient vous parler de son expérience, vous parler des méthodes qu'il utilise au quotidien, des outils qu'il utilise et ensuite, directement, il vous aide à mettre en pratique pour vous approprier vous-même toutes ces étapes du cycle produit et être capable de tout faire par vous-même. Donc, être un product manager, c'est bien sûr maîtriser les outils, maîtriser les méthodes, connaître un petit peu toutes ces choses-là, mais c'est également intégrer un réseau, parce que le réseau du produit, il est aujourd'hui encore pas si grand que ça, il grandit très vite, il grandit au fur et à mesure. Et nous, notre objectif, c'est de vous intégrer à ce réseau, de vous faire rencontrer un maximum de personnes qui pourront ensuite vous aider à trouver le job dont vous rêvez à la sortie du bootcamp et vous aider à vous faire une place donc, dans cet écosystème. Et finalement, un PM, c'est avant tout un manager. Et donc, un manager, il a besoin évidemment de soft skills, pas seulement de hard skills. Et là aussi, c'est un autre de nos points importants chez Maestro, c'est de vous faire développer ces soft skills, que ce soit être capable de communiquer avec toutes les équipes qui nous entourent, que ce soit les devs, les designers, etc. Être capable de manager, être un bon manager, être capable de rester humble, parce que pour être PM, il faut savoir être humble, parce que vous allez être au cœur de nombreuses décisions, vous allez être responsable de beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément sur vous
que toute la reconnaissance va reposer plutôt autour de votre équipe. Et donc, pour ça, à mon avis, il faut vraiment être capable d'avoir cette humilité. Bref, beaucoup de choses à apprendre, d'où une formation vraiment dense en 7 semaines, avec l'objectif à la fin de décrocher un job et d'être embauché. Donc voilà, dans les grandes lignes, la formation Maestro. Évidemment, si vous avez des questions, vous êtes libre de me contacter, de me les poser. Je vous mettrai mon adresse mail dans l'outil Converser et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vais maintenant laisser la parole à Victoire, qui est aujourd'hui là pour nous partager son expérience. Pour ceux qui n'étaient pas là quand je l'ai introduit, donc Victoire est Head of Product de chez WeMaintain. Elle vous expliquera encore mieux que moi son expérience et son job au quotidien. Juste rapidement, en termes de logistique, je vais repréciser, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure dans l'outil Converser que vous pouvez trouver en bas de votre écran. C'est une petite bulle. Vous cliquez dessus, vous tapez votre question. Comme ça, on a les questions au fur et à mesure et je peux interrompre Victoire pour lui poser les questions en live. Et s'il vous reste des questions à la fin, on prendra du temps pour y répondre. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il nous faut pour commencer. Je vais arrêter de partager mon écran, Victoire, et je vais te laisser la main pour ta présentation. Hop. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Hop, je mets en slideshow. Donc moi, je suis arrivée chez WeMaintain il y a un peu plus d'un an, donc en juin 2019. Et donc chez WeMaintain, je vais cacher ça. Chez WeMaintain, on propose des services de maintenance et de travaux pour les ascenseurs depuis fin 2017. Aujourd'hui, on est 63 employés et on travaille avec une communauté d'une quinzaine de techniciens. L'industrie de l'ascenseur est beaucoup plus sexy qu'il n'y paraît. Donc aujourd'hui, c'est dominé par 4 acteurs historiques qui sont bien établis et l'ambition de WeMaintain, c'est de venir challenger un peu cette oligopole en remettant le technicien au centre de la chaîne de valeur qui malheureusement aujourd'hui est trop souvent oublié et en combinant le savoir-faire du technicien avec la technologie pour proposer un meilleur service aux clients. Donc aujourd'hui, dans l'équipe produit, on est 2 avec Marine. Il y a 12 développeurs, 2 UX UI designers et une équipe data qui travaille sur de l'IoT. Voilà. Et donc aujourd'hui, on recrute. Donc il y a un poste ouvert en produit. Donc n'hésitez pas à regarder sur Welcome to the Jungle l'offre et à postuler pour nous rejoindre. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la construction d'une roadmap produit. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? C'est parce que c'est pas un sujet qui est évident. On se pose quand même pas mal de questions quand on fait une roadmap. Et c'est une question sur laquelle il y a quand même beaucoup d'enjeux, notamment financiers, mais pas que, parce que quand on fait le choix d'adresser tel ou tel, de focus la roadmap sur tel ou tel point, ça engage quand même beaucoup de ressources derrière. Donc c'est pour ça que ça me semble être un sujet important. Donc je vais commencer par décrire en fait la roadmap en définissant la roadmap par son objectif. Donc, une roadmap, donc ça a pour objectif de créer de la transparence donc en interne et en externe, donc auprès à la fois de la team en interne, des stakeholders en interne et en externe, et aussi des investisseurs, en communiquant sur ce qu'on fait, ce qu'on va faire, et surtout, et ça c'est un point très important, pourquoi on le fait. Donc ensuite, la roadmap, donc ça permet d'aligner tout le monde sur une compréhension commune des besoins et de la stratégie, et de faire le lien entre la stratégie et les tactiques qu'on va mettre en place pour atteindre les objectifs business. Donc quand on pense roadmap, on pense souvent features, quelles features on veut mettre en place, quelles features on veut lancer, quand est-ce qu'elles vont sortir. Donc ça, c'est toute la partie delivery.
Mais est-ce que c'est assez en fait de penser en termes de features? Si on se contente de ça, on est vraiment plus dans la gestion de projet et on n'est pas dans le produit parce qu'on ne challenge pas les besoins et on ne sait pas vraiment pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc on n'est pas sûr que la feature ait l'impact attendu. Encore faut-il qu'on se soit posé la question de quel impact on avait envie que la feature ait. Donc attention à penser trop, être trop focus sur les outputs, donc c'est-à-dire sur ce qu'on livre, sur vraiment la feature, et penser plus en termes de valeur et pas de feature, parce que shipper beaucoup, c'est bien, ship to learn, ship fast, learn fast, donc c'est bien, mais c'est souvent plus rentable de passer un petit peu plus de temps en amont avant de commencer les développements pour se poser les bonnes questions, pour avoir plus de confiance dans le fait qu'on vise juste sur la feature qu'on va mettre en place. Donc là, la question à se poser, c'est pourquoi on veut shipper telle feature. Donc en général, donc la feature doit répondre à une opportunité. Donc une opportunité, ça peut être un problème, un pain, un job to be done, un gain. Donc tout l'enjeu, c'est d'identifier ces différentes opportunités, de bien les identifier, creuser le besoin, ensuite réfléchir à des idées de solutions pour adresser ces opportunités. Donc par exemple, si on est dans le cas d'un problème, quel est le problème, quelles solutions on peut mettre en place pour résoudre le problème, et surtout qu'est-ce qu'on va mesurer pour savoir si on a réussi à résoudre le problème ou non. Et donc ça, cette partie-là, cette notion d'outcome est très importante parce que en fait, c'est ça qu'on recherche. On ne cherche pas à sortir des features pour sortir des features, mais ce qui nous intéresse, c'est l'impact que la feature va avoir sur le client. Donc, pensez vraiment valeur client. Donc là, on a une feature qui répond à un problème, en partant de l'hypothèse que ça a répondu au problème. Est-ce que c'est assez? C'est assez, en fait, pour le client, parce que le client, on a répondu à son problème, mais est-ce que c'est assez pour la boîte? Pas forcément. Et donc, c'est là où il y a la notion d'objectif business qui rentre en jeu. Et donc, la question à se poser quand on identifie une opportunité, c'est déjà de valider qu'il y a une vraie opportunité, qu'il y a un vrai besoin, qu'il y a un vrai problème, et ensuite se poser la question dans quelle mesure résoudre ce problème va nous permettre d'avoir l'impact attendu sur le business qu'on veut. Et donc là, on rentre dans la notion en fait d'alignement des besoins du client avec la stratégie de l'entreprise et les objectifs business qu'on a. Et ça, c'est pas toujours évident de faire ce lien entre les besoins qu'on adresse et l'impact que ça va avoir sur le business. Mais c'est hyper important parce que en fonction du cycle de vie, la startup, du contexte, de l'environnement, est-ce qu'on est en pandémie, est-ce qu'on veut lever demain? Enfin, on n'a pas forcément les mêmes objectifs business d'une période à l'autre. Et donc, le fait d'aligner et de prioriser les opportunités qu'on va adresser en fonction de ça, ça permet d'avoir plus d'impact sur le business et sur la croissance. Parce que quand on travaille en startup, on a souvent des objectifs très, très ambitieux de croissance. Donc, comment construire une roadmap qui soit outcome-based? Donc, déjà, se poser la question de quelle est notre mission. Donc, c'est la raison d'être en fait de la boîte. Donc, par exemple, chez WeMaintain, c'est revaloriser les métiers techniques. Donc, ensuite, la question de la vision. Donc, c'est comment, où est-ce qu'on se voit dans 5 ans? Qu'est-ce qu'on veut être? Quelle est notre... Allô? Hi. شو؟ لا قولي Emma. Ouais. Voilà, je l'ai coupé. Désolée, Victoire. Pas de problème. Donc, comment on se voit à 5 ans? Quelle est la vision de la boîte?
Donc ensuite, les objectifs. Et donc là, on rentre vraiment dans la stratégie. Quel objectif il faut mettre en place et quel objectif on veut atteindre qui vont nous permettre d'arriver à cette vision qu'on a. Ensuite, les outcomes, et là c'est outcome plus au sens business outcome, c'est quel est l'impact business qu'on veut avoir qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs. Et ensuite, c'est là où tout l'enjeu, c'est d'aligner les opportunités avec les outcomes business. C'est quel problème, quel changement du comportement utilisateur, quelle opportunité on peut adresser qui va nous permettre d'atteindre les objectifs business qu'on veut atteindre pour une période donnée. Et donc ensuite, quelles solutions mettre en place. Donc là, bien prendre le temps de tester, de valider les solutions pour les prioriser. Et ensuite, délivrer la feature. Et c'est pas là que ça s'arrête, parce que c'est pas une fois qu'on a shippé en prod que tout s'arrête. Au contraire, c'est pas là que ça commence non plus, mais c'est une étape importante et il faut continuer à suivre pour ensuite mesurer quel est l'outcome de la feature et continuer à itérer dessus si nécessaire. Donc du coup, la roadmap, c'est vraiment cet alignement qu'il y a entre la stratégie et les besoins utilisateurs. Donc c'est toute la partie qui se situe plus en amont, là où le release plan que par abus de langage on appelle souvent roadmap ou alors output focus roadmap. Donc là c'est la liste des features et vraiment le plan de release. Donc là, j'ai mis un exemple un peu flou, je suis désolée, un exemple de roadmap. Donc sur un quarter, il n'y a pas de template, chacun fait un peu son template, mais ça reprend bien cette logique-là, avec un rappel d'abord de la vision, ensuite les challenges, donc qui correspondent aux objectifs. Donc par exemple, doubler l'acquisition d'utilisateurs, tout en maintenant un taux de rétention de 45%. D'ici décembre 2016. Donc là, c'est un objectif donc SMART, spécifique, measurable, relevant, time-bound et achievable. Donc ensuite, les outcomes attendus et ensuite les opportunités qu'on identifie qui vont pouvoir nous permettre d'atteindre ces outcomes-là. Donc tout l'enjeu c'est de rester customer-centric tout en étant focus sur les objectifs de croissance de la boîte. Et j'ai lu un article très intéressant sur le blog d'Intercom dessus, où Dres Trenor partageait en fait une expérience qu'ils avaient eue où ils avaient donné en input à l'équipe produit. L'objectif, c'est de increase inbox seats. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'utilisent pas Intercom, un site, c'est comme un utilisateur au sein d'un compte. Et chaque nouvel utilisateur est facturé en plus. Donc, ils avaient cet objectif-là de croissance, d'augmenter le nombre d'utilisateurs au sein d'un compte. Et donc, ils ont donné cet objectif-là à la team, à l'équipe, et le PM a répondu très bien, mais c'est quoi le problème? À quel besoin je réponds? Et donc, en fait, ils se sont rendus compte que c'était là tout l'enjeu de traduire et de retranscrire en fait les objectifs business en besoins clients. Et donc, ils l'ont reformulé en comment peut-on apporter plus de valeur aux comptes qui ont plus d'utilisateurs. Et donc, je trouvais cet exemple assez parlant et assez intéressant sur la relation qu'il peut y avoir justement sur cet alignement-là entre besoins clients et objectifs business, qui est pas toujours évident, mais voilà. En fait, pour résumer, je dirais que tout l'enjeu, c'est d'être aligné sur la stratégie, les objectifs et les besoins clients,
que d'être customer-centric, c'est un mindset, c'est vraiment l'état d'esprit que vous devez avoir tout le temps, mais en restant focus et orienté sur les objectifs business. Donc, c'est-à-dire en priorisant les besoins clients qui vont pouvoir vous aider à atteindre les objectifs business. Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas vu dans le chat. Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Donc, on va pouvoir prendre la parole, même pour ceux qui souhaitent poser leurs questions à l'oral. C'est un petit peu plus interactif que le chat. Je vous vois plus. N'hésitez pas, du coup, à allumer votre micro pour poser vos questions ou Oui, à les bonjour. poser à... Oui, bonjour Victoire et Juliane, merci. Victoire, comment tu fais pour formaliser la vision produit et quel lien tu vois avec la roadmap? Pour formaliser la vision produit. Et comment tu vois la vision produit par rapport à la vision de l'entreprise? Alors, oui, c'est une très bonne question. Alors, je pense que ça dépend vraiment de l'industrie et en fait, de la boîte. Nous, par exemple, on n'est pas un pure player parce qu'on vend un service de maintenance, donc il y a des opérations. On vend aussi un produit SaaS qui est inclus en service additionnel dans notre service de maintenance. Donc en fait, la vision, c'est tout cet ensemble-là. Et chez nous, c'est notre mission et c'est de revaloriser les métiers techniques en combinant justement le savoir-faire des techniciens et la technologie. Donc, c'est difficile de dissocier les deux. Donc, en fait, il peut y avoir une stratégie produit qui va être comment, purement au niveau du produit, on va pouvoir, quels objectifs on peut mettre en place pour atteindre la vision commune de l'entreprise. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'était un peu plus sur comment concrètement, quel rituel peut-être vous avez. Tu vois, la mission dont tu parles de revaloriser les métiers techniques, ok, mais après j'imagine que vous descendez un petit peu sur le côté, je sais pas moi, on veut développer tel logiciel, on veut être présent sur tel marché, voilà, et après du coup, comment déjà tu décides ça et comment après tu descends toutes tes briques? Ton schéma il est super, mais j'ai du mal à voir comment tu le descends concrètement et avec les équipes. Est-ce que c'est tout toi qui fais? À quel point tu impliques les équipes? Alors, la mission et la vision, ça, c'est vraiment le CEO qui insuffle cette. Enfin, ça vient des fondateurs. C'est eux qui ont créé la boîte, c'est eux qui portent la mission. La vision, pareil, elle est insufflée par le CEO qui a une vision business, stratégique et de là où il veut aller. Et après, à ce niveau-là, bah, c'est des discussions en fait en termes de rituels. Bah, chez nous, ça change pas mal au niveau des process, des rituels. Il n'y a pas vraiment de recettes, je dirais, mais c'est surtout beaucoup d'échanges. Et l'important, c'est que tout le monde soit aligné sur une vision commune, quoi. Et là, bah, dans le cas concret de Women Paint, je pense que le produit peut aider à l'alignement en ce qu'en fait on est vraiment interlocuteur de tous les stakeholders. Donc on a une position assez privilégiée pour aligner les différents besoins et être porteur de la stratégie et de la vision. Mais ça, c'est vraiment, il n'y a pas tellement de recettes, quoi. C'est beaucoup de discussions et voilà. Et après, chacun met en place ses process, hein. Ça peut se faire en remote de plus en plus.
par écrit, mais ça peut être aussi des meetings réguliers, ça peut être des off-site aussi. Il y a pas mal d'entreprises qui font ça, justement d'off-site avec la leadership team pour aligner et discuter de la stratégie à venir sur l'année et aligner les différents objectifs. Donc, voilà. Super, merci beaucoup. Okay. Merci. Il y a Adrien qui pose une question. Comment tu arrives à avoir une roadmap réaliste? Ah, bonne question. Alors, qu'entends-tu par roadmap? Alors en fait, un problème classique. Alors, justement, j'ai failli mettre un dessin. Finalement, je ne l'ai pas mis, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a tous connu. C'est-à-dire qu'on se fixe des dates avec des features et puis à chaque fois, on est toujours en retard sur la livraison des features qu'on avait prévues. Mais donc là, en fait, on est déjà plus dans le release plan. Quand tu es au niveau de la roadmap, donc un peu plus en amont, ce que tu vas dire, c'est voilà, notre objectif, enfin, on veut atteindre tel objectif à telle période, ou on veut, à ce niveau-là, si on veut atteindre tel objectif à telle période, à ce niveau-là, si on veut adresser tel besoin à telle période qui est aligné sur cet objectif. Et à ce niveau-là, ça va être vraiment au niveau de comment tu réponds à ce besoin. Donc, c'est toujours très difficile à long terme d'anticiper combien de temps il va te falloir pour implémenter une feature. Par contre, si tu dis, voilà, moi, mon objectif, c'est d'atteindre tel besoin, et après, c'est à toi d'adapter en fait la manière dont tu vas adresser ce besoin par rapport au time frame qui t'est donné. Donc, si on dit, ton objectif, c'est d'améliorer tel indicateur de X%, à toi de prioriser dans les différentes solutions que tu vas établir, des solutions qui vont pouvoir être mises en place dans ce time frame et qui vont avoir l'impact voulu. Donc, c'est pour ça qu'avoir une roadmap qui soit outcome-based et pas output-based, ça permet justement de réduire ce risque-là on a promis ça et puis en fait on est en retard parce que j'espère que ça répond à la question. Sinon, je peux développer. Adrien, est-ce que ça te satisfait comme réponse? Et justement, sur la partie outcome, il y a justement Dorian qui te demande si tu peux revenir un peu sur la partie outcome et un peu réexpliquer. Je pense qu'il n'a pas tout à fait saisi. Ça complétera peut-être. Oui. L'outcome, c'est l'impact que la feature a. Donc, c'est-à-dire que tu réalises une feature. Ce qui importe, en fait, c'est pas tellement le fait d'avoir ajouté cette feature-là dans le produit. C'est quel impact cette feature elle va avoir, quel problème tu résous, quel changement dans le comportement de l'utilisateur tu as envie d'avoir, par exemple. Donc, l'outcome, ça peut être l'impact sur la satisfaction client, sur le Customer Effort Score, sur le taux de conversion, donc c'est vraiment l'impact de la feature. Et est-ce que tu donnes toujours un impact quantitatif ou ça peut être un impact qualitatif? Alors, Ou est-ce qu'à chaque fois, vous fixez un chiffre précis pour chaque outcome? C'est pas toujours possible. Après, c'est quand même mieux de pouvoir. Ça dépend aussi de l'importance et de l'investissement qu'il y a derrière la feature. Mais pour les features qui représentent beaucoup de temps, c'est toujours plus de risques et donc du coup, on veut être en mesure de mesurer en fait la réussite de la feature ou non, quoi. Donc, dans la mesure du possible, c'est toujours mieux de pouvoir traquer et mesurer. Ok, super, merci. Une question de Xavier qui dit: tu évoquais Intercom tout à l'heure. Quelle est la méthodologie de priorisation utilisée chez WeMaintain? Est-ce que vous utilisez RICE, ROI, un modèle hybride, etc. Oui, alors chez WeMaintain, on utilise ICE.
pour l'instant. Donc inspiré en fait du RISE d'Intercom, mais sans le R pour l'instant, parce qu'on est sur du B2B et tous les comptes n'ont pas le même, tous les prospects, tous les clients n'ont pas le même, impact business forcément. Donc du coup, on fait sans le reach. Ok. Question de Mehdi, comment on peut mesurer l'impact de l'équipe? L'impact sur l'équipe, je vois. Oui, l'impact sur l'équipe. L'impact sur l'équipe. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Mehdi, est-ce que tu peux nous éclaircir sur ta question? L'impact de quoi? Telle est la question. En attendant que Mehdi... Allô, Mehdi. vous m'entendez? Impact. Alors, je veux juste savoir, parce qu'on entend beaucoup parler de impact produit, vision produit sur l'équipe, surtout quand on est sur des projets de développement informatique. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a des métriques bien définies auxquelles on utilise pour mesurer cet impact, ou bien c'est au fil de l'eau, on regarde les gens, comment ils travaillent, comment ils réagissent, et puis c'est là où on commence à comprendre l'impact du produit sur l'équipe. Ou voilà, c'est comment on peut estimer ça, comment on peut voir ça sur notre équipe. D'ailleurs, par exemple, vous avez des équipes de techniciens. Oui. Comment vous voyez la vision de votre produit ou votre solution sur les techniciens? C'est-à-dire, en fait, ça... Donc, pour chaque... Quand on ship une feature, on va se demander c'est quoi l'outcome qu'on attend de cette feature. Donc, par exemple, on va mesurer quel est le niveau d'effort aujourd'hui pour telle action que ça leur demande. Et par exemple, ça peut être un métrique qu'on peut suivre pour voir si, l'impact des nouvelles features qu'on ship. Très En fait, bien. c'est vraiment propre à chaque feature. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci. Une question de Mahmoud. Comment on peut réconcilier une démarche de co-construction produit en agile avec le client et une roadmap long terme? Comment on peut réconcilier une démarche de co-construction produit en agile avec le client? Justement, en étant focus sur les outcomes et pas sur les outputs, c'est-à-dire que tu t'engages pas, sur le long terme, c'est important d'avoir la vision, donc par rapport à la vision de la boîte, d'avoir la vision de là où tu veux aller et les objectifs par lesquels tu dois passer et que tu dois atteindre pour en arriver là. Et ça, c'est pas antinomique avec la méthode agile parce que tu n'es pas dans la solution. La méthode agile, c'est pour... là, tu es plus au niveau du délivré. Quelle solution tu vas mettre en place et itérer dessus. Donc, le fait justement de... En fait, à court terme, cette dimension-là de délivrer, tu peux l'avoir qu'à court terme. À long terme, tu peux avoir qu'une roadmap qui soit vraiment focus outcome et pas output. Ok, super. Moi, j'ai une question. Ta roadmap, tu la revois en continu, tu la revois à certains moments de l'année, tu la refais à peu près combien de fois on va dire, tu la révises? Alors, c'est par quarter. On Ouais. l'a fait par quarter. Ouais. Okay. Après, chaque quarter, vous revoyez la roadmap à chaque fois? Voilà, c'est ça. Donc, en fait, donc là, on est très récemment passé en squad, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on recrute. Donc, la squad, en début de quarter, a une mission. Donc, une mission sous forme d'objectif. Et par rapport à cet objectif-là, elle fait du discovery sur quelle opportunité il y a, quelle opportunité quel problème on peut adresser
qui permettra de répondre à cet objectif-là. Ensuite, elle fixe des key results qu'on voit avec les leads. Et ensuite, au cours du quarter, elle établit le release plan avec justement les solutions et les features qu'elle met en place. Ok. Et l'input à l'équipe, l'input à la team, il est tous les quarters. Ok. Une nouvelle question de Emmanuel. Comment est-ce que vous communiquez une roadmap en externe? La page 14 est plutôt un document interne avec les outputs attendus sur un trimestre, par exemple. Comment cela se traduit en communication client qui demande souvent quelle est votre roadmap et attend des délais? Oui, alors, bonne question. Donc, il y a... on a testé, donc il y a des outils assez bien faits pour ça. On avait testé Product Board qui propose un portal qui permet d'avoir une vue client de la roadmap. Mais on n'avait pas beaucoup de connexions dessus et au final les clients comme on est sur du B2B, ils sont en contact avec les sales de manière assez fréquente, donc du coup ça passe par les sales. Ok. J'espère que ça répond à ta question, Emmanuel. Énormément de questions. D'accord. Oui, quelqu'un souhaitait intervenir? Sinon, question de Xavier. Tu as évoqué le découpage en squad. Quels sont les squads aujourd'hui chez WeMaintain et le rôle des products dans chaque squad entre la discovery vs le delivery? Oui, alors donc le découpage en squad. Donc aujourd'hui, on a 2 squads qui ont exactement le même nombre de devs. Donc une personne produit, 2 back, un front, un mobile et un DevOps. Et un UX UI designer. Et donc, chaque squad, parce que justement, comme on est agnostique sur la solution qu'on va mettre en place, on a fait ce choix de répartir les métiers de manière équivalente entre les squads. Parce que sinon, si on se dit, on n'aura pas besoin de mobile là, ça veut dire qu'on préjuge déjà de la solution qu'on va mettre en place. Donc, ce serait contradictoire avec la logique d'outcome-based roadmap. Et ensuite, il y a d'abord donc le problème discovery. Donc là, c'est surtout produits et UX UI designer qui font de la recherche là-dessus. Ensuite, il y a la partie solution discovery. Donc là, on réfléchit, et là, tous ensemble avec toute la squad en même temps, donc avec les développeurs, à quelle idée on a, quelle solution on peut mettre en place. Donc ensuite, il y a les tests, donc différents tests des solutions. Donc là, qui sont surtout menés par le UX UI, accompagné du produit et quand c'est possible d'un développeur. Et ensuite, le delivery, où là, c'est tout le monde aussi, surtout les développeurs, et ensuite review par le review fonctionnel par le product et design review par le UX/UI designer. Ok, et entre les deux différentes squads, vous avez on va dire une spécialisation de chaque squad, ou vous allez bosser sur les sujets qui peuvent être attribués à l'une ou à l'autre? Non, on n'a pas de spécialisation. Après, c'est très récent, on verra comment ça évoluera, mais pour l'instant, on est complètement agnostique là-dessus. Donc, ça dépendra des objectifs à venir. Ok. Super, merci. Une nouvelle question. Comment vous évaluez et commentez la différence entre la première roadmap faite et la toute dernière? Je ne sais pas si je comprends exactement la question. Moi non plus. La première et la dernière. Attends, quoi par première roadmap et la dernière roadmap? Quelle première roadmap et quelle dernière? Celle faite en début d'année et celle faite en fin d'année? Bonjour. Bonjour. En fait, tout à l'heure, vous parlez que vous faites la revue chaque quarter. Et du coup, il y a une première roadmap qui a été faite à un certain moment et la toute dernière. Et du coup, il y a une dérive. Comment vous évaluez
la différence, l'évolution. C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas si c'est bien clair. Bah, on peut changer. Enfin, oui, il peut y avoir un décalage en fonction, et puis surtout en ce moment, en fonction du contexte. Donc, il peut y avoir un décalage, mais tant que, ça en général, pas trop de. On est une start-up, quoi, donc on est assez flexible et certes, on a des investisseurs, mais si on s'écarte pas trop du plan de base, et en général, c'est pas des. Enfin, il n'y a pas de changement radical du tout au tout sur la vision. Donc, ça reste de l'ajustement de but. Donc, c'est pas. Ouais, c'est pas des grands écarts. Non. Ok, super. Des questions un peu plus générales de Dorian. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi, ton point de vue sur la différence entre PO et PM et sur les bonnes postures et les qualités pour devenir PM? Alors, bonne question. Donc, le PO, Product Owner, donc, il est plus proche du delivery et le PM plus dans le discovery. Après, nous, on a fait, je sais que ça dépend vraiment après des boîtes. Je sais que Miro, ils avaient des product spécialistes qui combinaient les deux. Je crois qu'ils ont changé de modèle depuis, mais je sais qu'ils avaient testé ça. Et donc chez nous, le process, c'est donc la personne du produit s'occupe de bout en bout à partir du moment où elle a eu l'input sur la mission de la squad, de tout, quoi. Donc du discovery et delivery. Donc aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Parce que voilà, je pense que ça crée plus d'ownership et c'est plus gratifiant et motivant d'avoir la vision globale et de s'occuper de bout en bout d'un problème et de le voir délivrer au client. Après, voilà, aujourd'hui c'est un test, on est une start-up, on verra comment ça évoluera plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour l'instant, ça fonctionne bien. Ok, super. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais dans les bonnes postures que tu donnerais à Dorian pour commencer en tant que PM? Alors, en tant que PM ou PO? S'il veut... En tant que PO et PM, on va dire. Ok, alors en tant que PO, beaucoup de rigueur, une bonne compréhension de la technique, parce qu'il faut être capable de communiquer et comprendre, pouvoir échanger avec les développeurs. Voilà, des bonnes compétences de communication, de coordination, gestion de planning, et aussi, POPM, les deux, plus analytique, donc être voilà, data driven toujours, analytique, critique et curieux et rigoureux. Beaucoup de rigueur. Avoir une démarche, pour PM, avoir une démarche très rationnelle et scientifique au maximum des choses. C'est ça tout l'enjeu, en fait, c'est d'essayer de rationaliser des intuitions pour pouvoir avoir une base de priorisation qui soit objective. Mhm. Mais c'est marrant parce que toi, tu fais vraiment la distinction entre PO et PM. Mais ce que j'ai remarqué au fur et à mesure d'avoir rencontré beaucoup de personnes dans le produit et d'avoir été en interaction avec à la fois des PO et des PM, c'est qu'en fait, selon les boîtes, parfois, c'est un peu une histoire de dénomination. Il y a des personnes qui vont appeler des PO des PM et des PM des PO, de façon un peu brouillon. Et par exemple, un exemple chez VP, ils ont donc le nouveau vente privée, ils n'ont aucun PM, c'est que des PO et toutes les personnes du produit s'appellent PO, ils n'ont aucun PM en poste parce qu'ils veulent les appeler PO pour s'assurer que leur product owner du coup est bien les mains dans le cambouis, mais ils refusent d'avoir de dénomination PM alors qu'en fait il y a des personnes qui exercent un métier qui va être appelé PM dans d'autres boîtes.
Donc, j'ai l'impression que selon les entreprises, ça peut être assez aléatoire et du coup, il ne faut pas trop s'arrêter sur les dénominations, notamment dans les offres de poste. Parce qu'il y a certaines offres qui vont s'appeler PO alors que ça va être un job de PM et inversement. Donc, je pense qu'il faut être assez souple là-dessus parce que j'ai l'impression que la dénomination est assez floue dans beaucoup de cas. Oui, complètement. Hein. Ça dépend des boîtes. Ça dépend complètement des boîtes. Et nous, c'est vrai qu'on a lancé l'offre PO, mais dans la description de l'offre, et ce que je disais tout à l'heure, il y a des responsabilités aussi de discovery, parce qu'au départ, il y avait quand même une distinction PO, PM. Voilà. Mais tout ça dépend vraiment des boîtes, quoi. Carrément. Une question de Florian. As-tu des templates de roadmap et de release plan à nous partager? Oui. Des templates, j'ai des exemples. Oui, tout à fait. Alors, je vous recommande, si vous n'êtes pas déjà inscrit, à la newsletter de Lenny Rachitsky, un ancien de chez Airbnb, qui fait des newsletters produits où il répond à des questions. Donc, en fait, là, il est passé sur un modèle freemium. Donc, c'est sur un modèle gratuit, c'est un mail par mois. Sur un modèle payant, c'est un mail par semaine. Et c'est hyper quali. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, récemment, il a publié aussi sur son profil LinkedIn pas mal de templates sur les roadmaps, mais aussi d'autres types de documents. Donc, voilà. Exactement. Et vous trouverez tous les templates ici. Très efficace, Xavier. Super. C'est plein de templates. N'hésitez pas à aller regarder là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Des nouvelles questions sur la roadmap, peut-être plus généralement sur le métier de product manager à poser à Victoire. En tout cas, c'était super intéressant. Ah, Xavier, quels sont les PM qui t'inspirent le plus dans ton métier? Moi, par rapport au... En fait, ça dépend vraiment des podcasts que je lis, des articles Medium. Ah oui, d'ailleurs, j'ai mis dans les ressources, il y a Jason Doherty qui écrit de très bons articles, je trouve, sur Medium. Ensuite, Lenny Rachitsky, qui est celui que je suis de plus près. Et ensuite, ça dépend vraiment j'ai écouté un podcast la dernière fois sur la directrice produit de chez Le Bon Coin, qui était très intéressant. Donc, ça dépend, voilà, ça dépend des articles sur lesquels je tombe. Mais beaucoup de PM sont inspirants et on apprend tous les jours, quoi. Ouais, il y a de quoi apprendre de beaucoup de monde. Enfin, moi, c'est ce que je retiens de tous les intervenants qu'on peut voir passer. C'est que chacun peut avoir quelque chose vraiment à apporter et sa vision à apporter et qu'en fait, il n'y a pas deux product managers qui se ressemblent et plein de façons de faire ce métier différentes. Donc, c'est intéressant de vraiment se renseigner, d'écouter des podcasts, de rencontrer des personnes et d'échanger avec elles. C'est ce que je vous recommande à tous en tout cas. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à poser à Victoire? Ou est-ce que Victoire, il y aurait d'autres sujets sur lesquels tu souhaiterais revenir? Moi, je pense que j'ai fait le tour. C'est ce que je voulais vous partager. Ok, super. Eh bien, écoute, s'il n'y a pas plus de questions, je ne veux pas te retenir plus longtemps. En tout cas, c'était vraiment super de t'avoir pour ce webinaire. C'était super intéressant de découvrir la construction de la roadmap et l'intégration des missions et
la stratégie business plus générale dans ton quotidien de produit. Et c'était vraiment voilà, une belle occasion pour toi de nous partager ça. J'étais ravie de t'accueillir pour ce webinaire. Une peut-être toute dernière question de Mahmoud que je ne comprends pas tout à fait. Tu peux nous parler de la toute première version produit? Je ne comprends pas très bien ce que tu veux nous... MVP, propose Aurélien. Oui. Merci Aurélien. Est-ce que tu peux nous parler MVP, Victoire? Demande Mahmoud. Alors, MVP, oui. Maintenant, on est féru de MVP. Ça permet de valider, de nous aider dans le discovery, de ship rapidement et de valider des hypothèses de manière plus fiable. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils no-code qui permettent de lancer des MVP sans passer du temps de dev dessus. Les outils que je peux recommander là-dessus, c'est Airtable, Spreadsheet, Glide, Data Studio. Il y a pas mal d'outils, même des newsletters, et voilà. Et fake it until you make it. Ne pas avoir peur de faire des choses qui ne soient pas scalables au début. Parce que en général, au début, on n'a pas beaucoup de volume et donc faire des choses pas scalables, c'est pas gênant. Ce qui est important, c'est tous les learnings qu'on va avoir du MVP. Donc voilà, ship rapidement et valider des hypothèses le plus rapidement possible en faisant des choses pas scalables et qui coûtent pas trop cher. C'est ça mes conseils. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, merci beaucoup Victoire pour toutes ces réponses à ces questions. C'était cool, il y avait plein de questions. Oui. Donc, merci à tous pour toutes vos questions. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, comme promis, je vous mets mon mail. Si Victoire est d'accord pour mettre le sien, on peut mettre le sien. Oui. Que je vous mets là. Tout simplement. C'est .co ou .com? .com. Je vous mets les deux mails. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, de toute façon, voilà, l'enregistrement et la présentation seront dispo pour vous, pour pouvoir les consulter. Voilà. Eh bien, écoute, merci encore Victoire. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et une bonne fin de mois d'août avant la rentrée au mois de septembre. Merci Juliane. Bonne soirée. Bye.